Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres. L'année dernière, j'ai lu pas mal de livres et j'avais envie de temps en temps de faire des lectures un peu groupées avec une sorte de thématique, on va dire. Donc je me suis amusé et j'ai pris 3 livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. 2 livres plutôt classiques, très connus, un petit peu moins, mais qu'il soit tout de même connu, mais il est beaucoup plus récent. Et ils avaient donc une thématique en commun, ces 3 livres, et je me suis dit, tiens, ça va être marrant de me plonger dans une thématique particulière et de voir ce que ça peut donner. Alors, la thématique en question, c'est les chiens. Alors, j'avais ces livres de disponibles. Il y en a 2 que j'avais lus depuis très longtemps. Et il y en a un que j'ai lu que j'ai lu l'année dernière. Alors, je vais vous parler de ces 3 livres dans un ordre chronologique, en partant du plus ancien au plus récent. Alors, le premier, évidemment, il est très connu. C'est un livre que j'avais déjà lu il y a longtemps. Je pense que ça doit faire 3 fois que je le lis. Il me semble bien. Bon, c'est un livre qui se lit très rapidement, il est vraiment pas très très long. Il est extrêmement célèbre, vous allez comprendre. Peut-être que déjà avec l'indice de chien, vous avez une petite idée de quoi il peut retourner. Et dans cette thématique, je me suis dit que je voulais des lectures un peu avec une ambiance soit empreinte de mystère, soit vraiment fantastique, soit avec un peu de science-fiction, enfin quelque chose qui avait cette thématique-là. Et donc j'ai trouvé mes 3 livres et je les ai lus. Donc le premier, il est de Arthur Conan Doyle, et là je pense que vous avez peut-être deviné pour ceux qui connaissent le livre. Et pour les autres, il s'agit donc du chien des Baskerville. Alors ce livre, il est extrêmement connu, évidemment. C'est un roman très célèbre de Conan Doyle. Il met en scène le fameux détective privé Sherlock Holmes avec son ami le Dr Watson, et ils vont encore enquêter tous les deux sur une enquête, cette fois-ci un peu mystérieuse, à la frontière du fantastique. Ça donne une ambiance très particulière à cette enquête de Sherlock Holmes. Elle est vraiment, vraiment agréable à lire. Et donc ça s'inscrivait parfaitement dans la thématique que je voulais lire l'année dernière quand j'ai choisi ce livre. Alors juste quelques mots comme ça pour faire une rapide présentation de Conan Doyle, vraiment très rapide parce qu'il est extrêmement connu, cet écrivain. Cet homme, il a eu une vie assez particulière. Il est né en 1859, si je me souviens bien, ce que j'ai vérifié il y a pas très longtemps. Il est mort en 1930, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est un écrivain de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Je fais une petite parenthèse pour mon second écrivain, ce sera une autre génération, et le troisième, une génération encore postérieure. J'ai voulu traverser comme ça le 20e siècle, la fin du 19e et le 20e siècle. Donc, Conan Doyle, il a eu une vie assez aventureuse. Cet homme, il est écossais. Il est né à Édimbourg. Il était médecin, en fait, de formation. Donc, il se destinait à faire de la médecine. Il en a fait. Il a voyagé un petit peu partout. Il est parti à bord d'un bateau comme médecin de bord. Il s'est engagé. Ils sont allés jusqu'au Groenland. Je crois que c'était pour de la pêche ou pour de la chasse à la baleine. Je sais plus, mais c'était l'époque en tout cas. Et donc il est parti au Spitzberg, il est parti au Groenland. Ensuite, il a trouvé un autre bateau dans sa vie un peu plus tardivement. Il est allé en Afrique, et donc il a navigué comme médecin de bord. Et puis après plusieurs années, il est revenu s'installer en Angleterre, et il a voulu donc faire de la médecine. Et donc après plusieurs essais d'ouverture de cabinet, il s'est consacré à la littérature et il nous a donc créé ce personnage extrêmement connu aujourd'hui, mondialement connu, Sherlock Holmes, avec une étude en rouge, son premier roman dans lequel apparaît Sherlock Holmes.
Ensuite, on a évidemment plusieurs romans de Sherlock Holmes. On a des recueils de nouvelles, les aventures de Sherlock Holmes et les mémoires de Sherlock Holmes. Et plus tard, on a donc en 1902 Le chien des Baskerville. Donc c'est le troisième roman de Conan Doyle qui compte les aventures du célèbre détective avec son ami le Dr Watson. Alors, j'ai relu ce livre avec beaucoup de plaisir. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, je vais faire quelques phrases pour vous donner la teneur de l'histoire, mais pas tout vous raconter. Vous savez, moi j'aime pas trop raconter, j'aime bien que les gens puissent découvrir par eux-mêmes, donc je vais pas me perdre dans toute l'histoire du chien de Baskerville, mais juste quelques mots. Donc on a Sherlock Holmes qui reçoit de la visite chez lui un client pour enquêter sur une affaire qui se passe dans la lande. Il y a eu la mort d'un baron, un baronnet, on dit dans la version traduite que je possède. Donc un baronnet, c'est un titre de noblesse anglais. Et donc ce baronnet est mort, et on a cherché un successeur à cet homme pour hériter du domaine familial, le domaine des Baskerville, puisque le baronnet est un Baskerville. Et on a trouvé un héritier qui vit à l'étranger, au Canada. Et en fait, donc cet héritier va arriver bientôt pour prendre possession des lieux. Sauf que la personne qui vient chez Sherlock Holmes est inquiète. C'est un médecin, il est inquiet parce que il plane un mystère sur la mort du baronnet Baskerville, et on se demande s'il n'y a pas un chien venu de l'enfer qui poursuit les Baskerville de génération en génération et qui vient les tuer en réalité. Donc le médecin en question réussit à convaincre Sherlock Holmes de partir sur cette enquête un peu mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc Sherlock Holmes va se lancer dans cette enquête approfondie avec une méthode un peu particulière. C'est intéressant, dans le chien des Baskerville, Sherlock Holmes n'intervient pas tout de suite dans l'enquête. Je vais vous lire un tout petit extrait. J'ai préparé ici des feuilles parce que en fait j'ai lu ces livres en dématérialisé. Et plutôt qu'avoir la liseuse où il faut fouiner, j'ai préféré imprimer pour avoir de quoi parler plus tranquillement. Lire plus tranquillement, pardon. Alors, pourquoi je vais vous lire un petit extrait ? Bon, parce que en fait, c'est pour vous donner, pour ceux qui connaîtraient pas les aventures de Sherlock Holmes, la teneur de la plume de Conan Doyle et le style qu'il emploie. Alors, Le chien des Baskerville, ce n'est pas un gros roman, ça se lit très vite. En fait, on aimerait en avoir plus. En réalité, on aurait aimé que Conan Doyle écrive des plus gros livres. Il a une écriture rapide, il va vite à l'essentiel, il ne se perd pas en grandes descriptions de ce qui peut se passer. L'important, c'est ce qui se passe dans la tête des personnages pour la déduction de l'enquête, en réalité. Et alors, il y a un petit moment savoureux au début du livre, je vais vous le lire. Vous connaissez ou pas, mais si vous le connaissez pas, bon voilà, Sherlock Holmes, il a évidemment ce pouvoir de déduction incroyable. Il est capable de déduire des choses. En voyant ceci, il va déduire cela. Ça épate souvent son ami le Dr Watson. Et là, il y a une petite scène amusante au tout début du roman, avant même que le personnage qui va lui amener l'affaire n'arrive chez lui. Alors, je vais vous lire ça parce que c'est assez amusant. Pour vous donner la teneur de la personnalité de Sherlock Holmes. Alors ce petit extrait, il est juste après que Sherlock Holmes il lui vend d'une canne qu'on a laissée chez lui, qui a été oubliée, et ils en parlent avec Watson. Donc là, c'est Sherlock Holmes qui parle. Je crois que mes déductions sont à peu près confirmées. Quant au qualificatif, j'ai dit, si je me souviens bien, aimable, sans ambition, distrait.
Par expérience, je sais qu'en ce monde, seul un noble aimable peut recevoir des présents, que seul un médecin sans ambition peut renoncer à faire carrière à Londres pour exercer à la campagne, et que seul un visiteur distrait peut laisser sa canne et non sa carte de visite après nous avoir attendu 1 heure. Et le chien ? Demande Watson. Le chien a été dressé à tenir cette canne, derrière son maître. Comme la canne est lourde, le chien la serre fortement par le milieu, et les traces de ses dents sont visibles sur la canne. La mâchoire du chien, telle qu'on peut se la représenter, d'après les espaces entre ses marques, est à mon avis trop large pour un dog. Ce serait donc... Oui, c'est bien un épagnol à poils bouclés. Tout en parlant, il s'était levé pour arpenter la pièce et s'était arrêté derrière la fenêtre. Sa voix avait exprimé une conviction si forte que je le regardais avec surprise. « Mon cher ami, comment pouvez-vous parler avec tant d'assurance ?» demande Watson. « Pour la bonne et simple raison que je vois le chien devant notre porte et que son propriétaire vient juste de sonner. » Donc voilà, ça c'est amusant parce que c'est donc la filouterie de Sherlock Holmes qui là use d'une déduction évidemment complètement simple puisqu'il est en train de voir le chien et la personne qui l'attend revenir au 221 Baker Street où habite Sherlock Holmes. Donc là c'est amusant. Évidemment on a ce genre de déduction plus fine régulièrement tout au long de ce roman Le chien des Baskerville. Et c'est toujours amusant, moi je l'ai lu déjà plusieurs fois comme je vous dis, de retrouver cette ambiance 19e, début 20e, et ça c'est assez délicieux. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup lu, on peut se dire que les aventures de Sherlock Holmes, on peut souvent déduire ce qui va se passer. Pas toujours, hein, mais on peut, parce que c'est normal. On a notre bagage de lecteur d'aujourd'hui avec énormément, on a emmagasiné énormément d'enquêtes policières pour les gens qui aiment ça, de déduction. Donc c'est plus facile aujourd'hui d'avoir des indices et de déduire. En plus, il y a parfois une sorte d'inconscient collectif. On a tous entendu parler souvent d'aventures de Sherlock Holmes. Parfois, on a eu certaines clés, des réponses. Donc tout ça est resté en nous. Donc c'est un peu moins plaisant de ce côté-là. Par contre, l'ambiance rendue par Conan Doyle est toujours vraiment agréable. Alors, ce qui est sympa dans Le chien des Baskerville, si on aime cette ambiance un peu mystérieuse, c'est que là, on a affaire à un problème de Sherlock Holmes avec une ambiance qui tend vers le fantastique. Il y a évidemment le décor avec la lande sauvage. D'ailleurs, la lande a une énorme importance dans la description. Là, pour le coup, Conan Doyle l'a décrit assez bien et on ressent cette crainte que peuvent avoir les gens de l'époque pour la lande. Évidemment, elle est entourée de mystères. Il y a aussi des légendes, dont la fameuse légende du chien de Baskerville, qui effraie la population, et on a cette ambiance mystérieuse qui plane sur nous avec la brume, la lande abandonnée, des structures archéologiques anciennes et le mystère du chien qui est là pour effrayer tous les descendants des Baskerville. À la fin du livre, on a une déduction, comme souvent, de Sherlock Holmes qui revient sur l'enquête et qui nous explique comment est-ce qu'il a dénoué tous les fils de l'enquête et qu'il est arrivé à faire toutes les déductions. C'est assez savoureux, il faut le dire. Donc moi, j'ai encore passé un bon moment avec Le chien des Baskerville. Je pense qu'on peut le lire indépendamment d'autres enquêtes de Sherlock Holmes. La personnalité du détective dans ce roman-là, elle n'est pas extrêmement mise en avant. On n'a pas tous ces problèmes d'addiction à la drogue qu'on peut avoir dans d'autres romans, mais il est vraiment agréable à lire. Évidemment, ça n'empêche pas de se plonger dans les mémoires de Sherlock Holmes ou les aventures de Sherlock Holmes ou les autres romans qui ont été écrits avec ce personnage. Alors, ce qui est amusant, c'est que Conan Doyle, qui a eu une vie donc assez aventureuse, comme je le disais tout à l'heure, il s'est laissé un peu dépasser par son personnage parce que lui-même expliquait en réalité
que il pensait que Sherlock Holmes n'était pas son œuvre majeure. Et il était un peu prisonnier de Sherlock Holmes. Il a voulu se débarrasser du personnage, et en fait, il n'a pas pu, il l'a repris parce que voilà, il avait beaucoup de demandes. C'est son plus gros succès. Et lui, il préférait ses œuvres un peu plus historiques. C'est comme ça, on réussit pas toujours où on le souhaite. Et d'ailleurs, ce sera le cas, ça va être la liaison avec mon second roman. J'ai aussi un extrait à vous lire. Et donc, c'est le cas également de ce second écrivain pour le roman dont je vais vous parler. Donc, si vous n'avez pas lu Sherlock Holmes, vous pouvez commencer par Le Chien à Baskerville, surtout si vous aimez ces ambiances un peu mystérieuses, un peu fantastiques. N'oublions pas que Conan Doyle a écrit d'autres romans, dont évidemment le célèbre Monde perdu, un roman d'aventure fantastique cette fois-ci avec le fameux professeur Challenger. Il faudrait que je relise un jour ou l'autre, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas lu. Voilà, on passe à un autre roman avec un autre écrivain. On va se projeter un peu dans le futur. Donc Conan Doyle était né en 1859. Là, on est en 1904 pour la naissance de cet écrivain. On n'est plus en Écosse, on est aux États-Unis. Donc, un petit mot avant de vous parler du roman, un petit mot sur cet écrivain américain. Simak, donc il est né en 1904, il est mort dans les années 80, fin des années 80 je crois bien, et en fait cet homme, alors ça a une certaine importance, surtout pour le livre dont je vais vous parler après. Il a grandi dans une ferme, il a grandi à la campagne, il avait beaucoup d'animaux autour de lui, il avait beaucoup de chiens, des écureuils, voilà, c'était un garçon de la nature. Ensuite il est devenu journaliste. Je crois qu'il a été instituteur. Il est devenu ensuite journaliste et rédacteur en chef. Et à partir des années 25, je crois, jusqu'aux années 50, il a écrit beaucoup de nouvelles. Il a une production de nouvelles extrêmement importante, beaucoup de nouvelles de science-fiction ou un peu fantastique. Et il était publié, comme beaucoup de gens à son époque, dans des magazines de SF américains ou des magazines de fantastique. Je crois que sa première nouvelle a été publiée dans un magazine qui s'appelle Wonder Stories. Je sais plus le titre de la nouvelle, mais je vous le mettrai, je vous l'incrusterai. Et après, il a aussi eu pas mal de mal à démarrer. Ça a été assez compliqué. Il avait du succès en tant qu'auteur de nouvelles dans ces magazines, mais il ne vendait pas de livres. Et donc, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, sa genèse, elle se retrouve dans des magazines. Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il est un peu particulier. Il se présente sous la forme de 8 nouvelles. Évidemment, ces nouvelles, elles ont un réel lien les unes avec les autres. Elles forment une trame narrative continue et il y a évidemment un effet romanesque avec ces nouvelles. Par contre, ces nouvelles ont été écrites sur 20 ans, ou un peu plus d'ailleurs, je crois, 25 ans. Et donc du coup, ça donne une forme assez particulière. Je crois que la première nouvelle a été, je le sais parce que je l'ai vérifié, je le savais, mais je ne m'en souvenais plus, a été publiée dans un magazine qui s'appelle Astounding, qui est un magazine fameux des années 1920, 1930, 1940, 1950. Il a changé de nom, c'était Astounding Science Fiction, je crois, après. Et donc du coup, Milford Simak, il a publié ces nouvelles qui ont constitué ce livre dans ces magazines de science-fiction. La première nouvelle a été publiée, je vais vérifier parce que je l'avais noté, je ne veux pas vous dire de bêtises, a été publiée en 1944 et je vais enfin vous donner le titre. Donc le titre français, ça s'appelle Demain les chiens. Et Demain les chiens, le titre original, c'est tout simplement City. Donc City, parce que ce livre parle aussi d'un concept de ville. Alors, c'est un livre d'anticipation, de science-fiction, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'anticipation en tout cas. Et c'est
vraiment un livre très très particulier et très savoureux. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que je l'avais aimé quand je l'avais lu. Je crois que je l'ai encore plus apprécié aujourd'hui. Il est vraiment très intelligent, très intéressant et il a un point de vue narratif hors du commun. Alors, je vais vous citer un extrait de ce livre. Alors, cet extrait que je vais vous citer, ça va pas vous gâcher la lecture. C'est un extrait du début du livre. Et c'est un extrait de la première nouvelle et de l'introduction à la première nouvelle. Alors pourquoi de l'introduction ? Chaque nouvelle de ce roman a une introduction qui est là, qui a pour but de commenter la nouvelle. Pourquoi ? Parce que les nouvelles sont vues par les commentateurs comme des contes imaginaires. Et les commentateurs se demandent si ces contes peuvent avoir une existence réelle ou si bien s'il s'agit d'une affabulation, d'une simple mythologie. Donc, qui nous commente au début de chaque nouvelle ce qui va se dérouler dedans ? Eh bien, ce sont des chiens. Nous sommes dans le futur. Les chiens ont évolué, ils ont pris le pouvoir, on peut dire ça, et ils commentent des nouvelles qui parlent d'un concept que eux ne connaissent pas, et il s'agit de l'homme et de la ville. Deux notions qui leur sont totalement abstraites. Alors voilà, je vais vous lire un petit commentaire, un petit extrait qui est donc un passage d'un commentaire de la du premier conte où les chiens se posent certaines questions. Alors, Rover c'est un chien, c'est le nom d'un chien. Rover est persuadé que dans le premier conte, nous sommes bien en plein mythe et qu'il ne faut donc accepter aucune situation, aucune déclaration pour sa valeur nominale, mais que tout le conte est pénétré d'un symbolisme dont nous avons depuis longtemps perdu la clé. Il est cependant assez déconcertant de constater que, s'il ne s'agit que d'un mythe, et rien de plus, il ne contient pas les symboles qui sont précisément la marque ordinaire du mythe. Le lecteur moyen ne trouvera guère là d'éléments susceptibles d'être immédiatement reconnus pour mythiques. Le récit peut être en soi ce qu'il y a de plus extraordinaire. Décousu et dépouillé de ces touches de nobles sentiments et d'idéaux élevés qu'on trouve dans le reste de la légende. La langue même est particulièrement déroutante. Des locutions bizarres comme « satané gosse » ont intrigué les sémanticiens depuis bien des siècles. Et le problème n'est pas plus près de sa solution aujourd'hui qu'il ne l'était quand les savants ont commencé à s'intéresser à la légende. En ce qui concerne l'homme, par contre, la terminologie a été bien mise au point. Cette race mythique était désignée sous le nom de race humaine. Les femelles sont des femmes ou des épouses, deux termes qui ont peut-être eu jadis une correspondance avec des nuances distinctes, mais que l'on regarde aujourd'hui comme synonymes. Les chiots sont simplement des enfants. Un chiot mâle est un garçon. Un chiot femelle, c'est une fille. Alors voilà, je voulais vous lire cet extrait pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance de Demain les chiens. Je veux pas vous en dire de trop. Ce livre part du postulat que les chiens découvrent par le biais, comme je disais tout à l'heure, de contes qui sont racontés depuis des siècles, nous dit-on dans ce début de livre, et qui racontent l'histoire mythologique de l'homme et de sa vie dans ce qu'on appelle les villes. Les chiens de l'époque n'ont aucune notion de ce que peut être une ville, ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils n'en ont jamais entendu parler, et quant à l'homme, ils discutent de conte en conte la possibilité ou non de son existence. Alors, le livre est formé par 8 contes distincts. Les 8 contes ont une progression chronologique, donc ils sont du plus ancien au plus récent, et ils traversent une période incroyablement longue. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais en fait, on a l'histoire de l'homme depuis la fin du XXe siècle jusqu'à une période très avancée. Et les chiens se posent en permanence la question de savoir si l'homme ou non il a existé.
Alors, c'est vraiment bien trouvé. Il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont inhérentes à l'époque à laquelle ont été écrites ces nouvelles. Évidemment, Simak, c'est un homme de son temps, donc il a vécu avec la pression de la Seconde Guerre mondiale et surtout de l'époque post-nucléaire. Donc, comme beaucoup d'Américains, il y avait évidemment cette psychose de l'attaque nucléaire, le traumatisme que cela pouvait engendrer. Vous savez peut-être que beaucoup d'Américains se faisaient construire des abris anti-atomiques dans leur jardin. Voilà, il y a eu quand même un emballement autour de ça et on avait peur, à juste titre, de la guerre nucléaire et que la guerre puisse ravager le monde entier. On avait peur que le monde soit totalement détruit par le feu nucléaire à cette époque. Donc du coup, Simak, ça l'a travaillé et évidemment, on retrouve dans ses contes et ce roman, donc ces contes qui forment un roman, cette crainte de la décadence de l'homme. Comment l'homme va-t-il se sortir des guerres? Est-ce qu'il peut se sortir des guerres? Est-ce que l'homme est encore capable de vivre en société? Est-ce que l'homme est encore capable d'aimer son prochain? Est-ce que on n'est pas dans une fatalité de guerre jusqu'au boutiste permanente jusqu'à la fin du monde? Il y a toutes ces thématiques qui traversent Demain les chiens. C'est vraiment bien écrit, c'est très agréable à lire. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle d'après. Et alors, il y a un bonus intéressant. Quand Simak a terminé ce livre, en fait, ce livre a été publié dans les années 50. Et quand il a regroupé les nouvelles pour former un livre unique, il y avait à l'origine 8 contes. 8 contes avec une fin bien arrêtée, avec la dernière nouvelle. Et il s'est passé un temps incroyablement long avant que Simak ne se décide de se lancer dans une nouvelle supplémentaire pour conclure définitivement son roman. Alors, il l'a fait pour une bonne raison. Il y a le directeur du magazine pour lequel il avait travaillé, je crois qu'il s'appelait Campbell, si ma mémoire est bonne, mais on va vérifier, je vérifierai. Et donc, il est décédé. Et c'était le magazine Astounding qui avait publié beaucoup de nouvelles de Simak, dont Demain les chiens, City. Et il est décédé avec plusieurs écrivains. Ils ont décidé de lui rendre hommage, de faire un recueil et de chacun publier une nouvelle pour rendre hommage à la mémoire de cet homme avec lequel ils avaient travaillé, qui est aussi un ami. Et Simak, il a accepté donc d'écrire une nouvelle pour conclure ce roman, alors qui aurait pu s'en passer. Alors ça, c'est intéressant parce que la nouvelle a été écrite en 1973, cette 9e nouvelle qui s'incorpore au récit initial. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en possession de 2 versions. On a la version du roman des années 50, début des années 50, 50 ou 52, je ne sais plus. Et on a la version de 1973 avec une nouvelle qui apporte autre chose, une autre forme de conclusion au roman. Alors, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va changer. Ça change un peu la fin de cette aventure de Demain les chiens. On a une vision philosophique légèrement différente à la fin du 2e récit avec cette 9e nouvelle. Je pense qu'on peut s'en passer, évidemment, mais elle est quand même intéressante, cette 9e nouvelle, pour avoir quelques clés supplémentaires de compréhension, et puis voilà, pour apporter une conclusion différente. Franchement, je vous dirai pas de quoi il en retourne. Je vous conseille de la lire. Je vous conseille de lire les 8 premières nouvelles, de vous arrêter un bon moment, quelques jours peut-être, ou une journée ou 2 comme vous voulez, et puis de vous replonger dans la dernière nouvelle pour sentir la différence que ça peut faire et qu'est-ce que nous apporte Simak en plus. Alors, il y a une note de Simak justement à propos de cette édition des années 70, et lui il explique qu'il ne sait pas s'il a bien fait de faire cette nouvelle. Il se pose la question. Il est pas certain de son travail. Il n'est pas sûr de la qualité, il n'est pas sûr de l'intérêt
de la nouvelle. Et voilà, il se pose la question. Bon, cet homme se posait beaucoup de questions. Lui aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai parlé de Conan Doyle, que j'allais en reparler. Lui aussi estime que Demain les chiens, ça n'est pas son plus intéressant travail. Et que bon, évidemment, comme il n'est pas possesseur de son œuvre, comme il le dit, et que c'est le public qui choisit, le public a décidé de faire de Demain les chiens l'œuvre la plus connue et la plus reconnue. Lui, il en était un petit peu déçu. Il pensait qu'il y avait d'autres choses qu'il avait pu faire et qui étaient bien mieux. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il que Demain les chiens, c'est un très très bon roman d'anticipation. Alors, il y a pas mal de gens qui disent, des commentateurs, pas forcément d'aujourd'hui, mais même dans les années 70 ou 80, 90, que le roman avait pas mal vieilli d'un point de vue qu'il était un peu désuet, d'un point de vue anticipation. Moi, je ne trouve pas. Alors, Simak, il n'a pas tenté de faire un roman bourré de hard science, avec de la science-fiction poussée à son extrême limite. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus évolué? Non, il nous parle un peu de l'environnement dans lequel se déroulent les 8 contes, les 9 si on ajoute le dernier, mais globalement il ne nous inonde pas de nouvelles technologies où on se dira ah oui là c'est complètement dérisoire, c'est totalement dépassé. Non, il y a pas tout ça. Il y en a très peu. Et comme il y en a pas beaucoup, ça nous permet de rester imprégnés de l'histoire et de se dire non finalement ça va, il y a pas de problème. C'est quand même acceptable. On peut lire ça sans problème aujourd'hui, sans se dire ah oui c'est quand même dommage. Ça a pris une claque monumentale. Moi je ne trouve pas, d'autant plus que la réflexion de ce livre elle est plus philosophique que technologique. Même si la philosophie qui découle du livre elle est liée à la technologie. Et à ce qu'on fait de la technologie. Donc évidemment quand même, il y a quand même de ça. Mais moi je pense pas, il garde cette forme poétique vraiment très très intéressante. En tout cas, si vous n'avez jamais lu Demain les chiens, je vous conseille vraiment de vous précipiter dessus. Vous allez passer un très bon moment. Un dernier mot sur ce roman. Moi j'ai une vieille édition chez moi. Qui date des années 60 pour la traduction, je crois. Et pour la dernière nouvelle, j'ai lu une version dématérialisée parce qu'elle n'était pas sur ma version évidemment des années 60 ou début 70, c'était avant la parution de l'ajout de la 9e nouvelle. Et alors franchement, je vais vous dire, pour avoir vérifié sur le texte en américain, la version actuelle disponible, je sais plus si c'est Pocket ou ça doit être Pocket aujourd'hui, mais je vérifierai chez qui c'est disponible, elle n'est pas bonne. Très franchement, je vous conseille d'investir dans un vieux livre, d'acheter un livre d'occasion, de le trouver, un livre avec la version comme la mienne par exemple, parce que elle est beaucoup plus précise et surtout elle est moins simplifiée. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un problème prégnant de précision dans les mots choisis et parfois certains mots sont même coupés, c'est vraiment dommage. Et il y avait un problème de simplification du texte. Je trouve dans la version récente de la traduction, ce qui n'est pas le cas dans la version des années 60-70. Donc je vous conseille d'aller vous reporter vers une vieille version. Ça, c'est un peu le problème des traductions. Parfois, il y a un changement en positif, parfois en négatif. Moi, je trouve que sur Demain les chiens, sur les traductions récentes, c'est un changement en négatif. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au dernier roman que je vais vous présenter aujourd'hui, avec comme thématique en trame de fond, les chiens. Alors là, on est sur un auteur beaucoup plus récent, il est toujours américain, il est né en 1948, on ne le présente plus, c'est un monument de la littérature américaine, fantastique, science-fiction, mais pas que, pas uniquement, et il s'agit de Dan Simmons. Alors, je l'avais déjà dit dans une présentation de livre que je compte lire cette année. Moi, j'adore Dan Simmons, je l'ai beaucoup lu. J'ai pas tout lu de Dan Simmons parce que j'avais beaucoup de retard. Quand on lit plein de choses, c'est comme ça. Donc, je l'avais mis de côté, je le reprends maintenant. Et l'année dernière, j'ai terminé dans cette thématique chien un livre de Dan Simmons de 1992 qui s'inscrivait en fait, non pas de 2002 pardon, de 2002,
qui s'inscrivait dans la continuité d'un livre de 1992 et de 1991. Une sorte de trilogie, pourrait-on dire, des livres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, qui ont une cohérence, qui forment un tout quand on les lit ensemble, et particulièrement le premier et le troisième. Sachant que celui du milieu, de 1992, qui s'intitule Les Fils des Ténèbres, ne fait que reprendre un personnage du roman initial qui lance ce cycle de 1991, et on peut le séparer du reste. Par contre, le premier et le dernier sont quand même vraiment intéressants à lire ensemble. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous présenter ce livre qui s'intitule donc Les Chiens de l'hiver. Et Les Chiens de l'hiver, il est bon, à mon avis, de le lire après avoir lu le roman de 1991, fondateur de cette sorte de trilogie, ce roman qui s'intitule Nuit d'été. Alors, je ne fais pas une revue aujourd'hui de Nuit d'été. J'en ferai une un jour, sans doute, parce que j'aurais envie d'en reparler. Je l'ai relu l'an dernier. Ça fait 2 fois que je le lis, Nuit d'été. Et j'aime beaucoup ce livre. C'est une histoire d'adolescents dans les années... ça se passe en 1960, en été 1960. Ça se passe dans l'Illinois. D'ailleurs, Dan Simmons, il est de l'Illinois. Il parle d'endroits qu'il a connus quand il était petit. Et donc, c'est un groupe d'enfants, une bande d'ados, qui sont plongés dans l'horreur pendant un été. Je peux pas vous en dire plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Les Chiens de l'hiver? On retrouve un personnage important, un des personnages qui a un rôle capital dans Nuit d'été. On le retrouve 42 ans après. Pourquoi? Alors ce personnage, je ne vous dis pas qui c'est, je ne vous dis pas son prénom. Si vous n'avez pas lu Nuit d'été, vraiment je vous le demande, n'allez pas regarder le 4e de couverture, vous n'allez pas feuilleter Nuit d'été. Ça va vous spoiler, ça va vraiment être dommage. Il se passe des choses dans Nuit d'été, il vaut mieux les garder pour Nuit d'été, avoir lu ce roman et se plonger après dans Les Chiens de l'hiver. À part, si évidemment, vous comptez ne pas lire Nuit d'été, ce qui est bien votre droit. Après tout, pourquoi pas, vous pouvez aller directement sur Les Chiens de l'hiver. Le roman peut se tenir à lui seul. C'est dommage, parce que Nuit d'été est vraiment génial, et on a plaisir à retrouver ce qui arrive 42 ans après à un personnage de Nuit d'été. Donc ce personnage, 42 ans après, il est devenu universitaire reconnu, professeur de littérature, si ma mémoire est bonne, et il est écrivain. Et il est écrivain, il a des problèmes dans l'existence, ça on le sait au tout début, donc je vous le dis, il va pas bien du tout. Il y a une tentative de suicide avec sa maîtresse, ça se passe pas très bien. Il a une maîtresse qui est beaucoup plus jeune que lui, qui aura un rôle très important dans le roman, et donc ça se passe pas très bien. Et il décide de faire une sorte de retraite et de partir sur les lieux de son enfance. Dans l'Illinois, et donc du coup d'aller louer pour faire cette retraite pas spirituelle, mais une sorte de retour aux sources, et puis peut-être il espère pouvoir retrouver l'inspiration pour écrire. Il va louer la maison d'un ancien camarade à lui. Et rapidement, il va se passer des choses un peu extraordinaires, et en particulier des chiens qui vont venir errer autour de sa maison, et sans qu'ils comprennent pourquoi. Les Chiens de l'hiver. Ce roman, il est vraiment très très bon. C'est un roman fantastique. Dan Simmons, à l'intérieur, il explore la psychologie de l'écrivain. Pourquoi on écrit, comment on écrit, à quoi ça sert, pourquoi on a l'inspiration, pourquoi on l'a plus. Évidemment, il y a aussi des grosses préoccupations sur la vie, sur la mort, comment on traverse la vie, qu'est-ce que la mort, enfin... Tout ça est mélangé habilement. Il arrive des choses vraiment angoissantes au personnage principal, des choses intéressantes, enrichissantes, qui nous en apprennent plus sur Nuit d'été, et qui évidemment nous apprennent plus aussi sur la vie du personnage 42 ans après. Et c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je suis client de ce genre de livre, fantastique, avec une ambiance très mystérieuse. Il y a un peu de hantise dans Les Chiens de l'hiver, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est une ambiance fantastique. Après, j'adore la plume de Dan Simmons, il écrit vraiment bien, il me plonge presque toujours dans
il m'absorbe, pardon, toujours dans son écriture. J'aime beaucoup ses histoires. Et donc, Les Chiens de l'hiver, c'est un très très bon roman. Je pense honnêtement que vous ne serez pas déçus si vous vous plongez dans cette lecture. En tout cas, je le conseille fortement. Un mot pour conclure sur Dan Simmons. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Dan Simmons, depuis quelques années, il est au cœur d'une polémique, comme de nombreux écrivains. Donc, beaucoup de journaux, beaucoup de médias lui sont tombés dessus, après l'écriture d'un roman qu'il a sorti, je crois, en 2016, mais je suis plus trop sûr, qui s'appelle Flashback, que je n'ai pas lu encore. Pas tout à fait vrai, je vais vous dire ça tout de suite, et qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'on a donc accusé Dan Simmons de faire de la politique, de la mauvaise, entre guillemets, politique, puisque Dan Simmons, dans ce roman Flashback, part d'un postulat d'une société décadente qui s'est écroulée. Je crois que ça se passe en 2040, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, que fait Dan Simmons qu'on lui reproche, d'après ce que j'ai compris? On lui reproche d'être trop républicain, et d'avoir une vision extrêmement pessimiste du monde et trop manichéenne. Je crois que c'est ça. Donc, je me suis quand même plongé parce que je voulais voir ce qu'il en était de cette histoire. Donc, j'ai Flashback ici et j'ai commencé à le lire. Donc, j'ai quand même lu 70 ou 80 pages sur ce roman de 550 ou 560. Je sais plus combien il fait, mais enfin, peu importe, c'est un gros roman. Et franchement, pour le moment, je vois pas où est le problème. Je ne sais pas. Alors j'attends de voir. Peut-être qu'après, je vais découvrir des choses et moi aussi je vais me dire ah oui, Dan Simmons, tu exagères. C'est possible. Mais pour l'instant, je vois pas où est le problème. Effectivement, Dan Simmons plonge ses personnages dans le chaos. Un chaos qui est issu de la société de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Donc Dan Simmons fait comme tous les romanciers. C'est-à-dire qu'il utilise ce qu'il connaît du monde aujourd'hui. Il veut faire de l'anticipation dans ce roman. Donc, il anticipe, il prend une voie d'anticipation. Quand on essaye de prévoir le futur, on a plein de voies différentes. Personne ne peut savoir ce que sera le futur. Donc, Dan Simmons, il s'intéresse à une flèche vers le futur et elle le mène dans un monde chaotique qui trouve sa source dans notre présent d'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est ça qui a fortement déplu aux critiques littéraires. Je suis pas sûr que ce soit justifié. À voir, j'en sais rien. Toujours est-il que on n'a pas aimé ce livre apparemment et on a dit qu'il était trop politisé, mal politisé et qu'il était pas bon. On en a déduit qu'il était pas bon. Moi, j'attends de voir. J'ai lu des œuvres de Dan Simmons qui étaient un peu moins bonnes. J'ai jamais lu des navets. On a l'impression quand on lit, j'avais lu un article d'un magazine, je crois que ça doit être Causeur, qui descendait complètement ce livre de Dan Simmons, Flashback, en disant que, je sais plus les propos relevés, mais enfin c'était vraiment incisif. On l'attaquait ouvertement et on disait que son livre était vraiment, je sais plus, je me souviens plus les propos. Si je les retrouve, je les incrusterai. Et c'était vraiment une critique acerbe contre le livre de Dan Simmons. Alors, je sais pas quelle est la part de la vengeance politique, de la capacité vraiment de distinguer une œuvre quand même qui ne serait pas plus mauvaise que les plus mauvais livres de Dan Simmons, si tant est qu'il y en ait vraiment des catastrophiques, ou si c'est simplement un livre qui est vraiment mauvais. C'est possible, attention, dans une carrière d'auteur, c'est un peu normal qu'il y ait des œuvres qui soient moins bonnes. Est-ce que c'est le cas de Flashback? J'en sais rien. Je vous en parlerai. Je ferai peut-être une courte vidéo un jour pour vous dire ce que je pense de ce livre à un tiers du livre, pourquoi pas. Voilà. Je vous laisse avec cette vidéo qui est déjà très longue. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ces 3 romans qui sont vraiment très très bons dans leur genre, avec cette thématique de chien. Ça m'amusait, c'était sympathique. Voilà, j'ai pu réunir, j'aurais pu en trouver d'autres. J'ai eu cette idée sur ces 3 livres, je me suis contenté de lire ces 3 livres. Ça fait déjà, comme vous le voyez, une très longue vidéo. Je vous dis donc à bientôt.